Ok, good. Alors merci beaucoup. En fait, on a vu que la ville intelligente, elle prend en considération, l'objectif c'est d'améliorer la qualité de vie du citoyen. On va vers un développement durable. C'est souvent ce que l'on lit lorsqu'on s'intéresse aux villes intelligentes. Mais concrètement, derrière ce concept, qu'est-ce que l'on y met et quels sont les enjeux juridiques de cette question? C'est ce qui va nous intéresser notamment dans cette perspective de transition énergétique et plus spécifiquement pour les municipalités. Et nous n'avions pas de meilleure personne pour commencer les débats que Jocelyn Maclour, que vous connaissez, et qui va donc présider ce premier panel concernant la ville intelligente et la transition énergétique. Merci Jocelyn. Rebonjour tout le monde. Donc, on va y aller rondement. On a déjà un peu de retard. On va avoir 3 présentations. Je pense que je vais les présenter tout juste avant plutôt que présenter les 3 tout de suite, je vais les présenter juste avant leur présentation. Donc, notre premier intervenant dans ce panel, donc, où on va réfléchir à comment rendre les villes intelligentes et la transition énergétique. Donc, notre premier présentateur est Stéphane Roche. Donc, Stéphane est ingénieur et géographe, professeur titulaire des sciences géomatiques et vice-doyen à la recherche de la faculté de foresterie, géographie et géomatique de l'Université Laval, où il enseigne les systèmes d'information géographique et l'analyse spatiale, et aussi il donne un séminaire sur la qualité des données géospatiales. Stéphane est aussi un membre actif de l'Institut Technologie de l'information et société, l'ITIS, à l'Université Laval, et du Centre de recherche en géomatique. Il est aussi professeur associé à l'Université de Melbourne, en Australie, et chercheur associé au Sensible City Lab du MIT. Donc, Stéphane, 20 minutes. Bon, je dis toujours que je vais essayer de faire vite, mais j'y arrive jamais. Mais là, je vais essayer de faire vite pareil. Je n'ai pas besoin de commenter cette citation-là, mais je peux la lire quand même. Le 19e siècle était le siècle des empires, un siècle d'empire. Le 20e, un siècle d'État-nation. Et le 21e sera un siècle de villes. Puis tous les indicateurs, tous ceux qu'on peut observer aujourd'hui, confirment cette tendance-là. Alors, j'étais un peu embêté quand Christophe m'a demandé de participer, parce que moi, les villes intelligentes, je blablate dessus depuis déjà un certain nombre d'années, mais les questions énergétiques, pas beaucoup. J'ai beaucoup d'énergie, mais je ne suis pas un spécialiste. Et puis il m'a dit, oui, mais Smart Grid, Smart City, ça doit être la même chose. Bon, donc je suis là aujourd'hui. Donc soyez indulgents, parce que je ne suis pas du tout un spécialiste des Smart Grid, mais j'ai essayé d'analyser cette affaire-là pour aujourd'hui, en fonction de ce que je connais des villes intelligentes. Puis c'est vrai que c'est un domaine sur lequel je travaille depuis assez longtemps. Alors, 3 points à ma présentation. Rapidement, les défis de l'urbain aujourd'hui. Ensuite, quelques mots sur la ville intelligente. Et puis, ces fameuses smart grids. En quoi ça peut constituer des solutions pour aider les villes à passer à travers cette transition énergétique. C'est un peu la question que je me suis posée. Puis aussi, comment ça peut aider des villes qui revendiquent le statut de ville intelligente en l'associant en général à l'idée qu'elles vont être plus durables, qu'elles vont participer à la lutte au changement climatique. Comment cette idée de recourir à la technologie pour envisager différemment la production, l'échange et la consommation d'énergie peut contribuer à ce grand dessin-là. Donc les défis de l'urbain, rapidement, et puis ça pose un peu la table, c'est que les villes aujourd'hui, c'est 2% à peu près de l'espace habité sur la planète, 2%. Mais c'est 50% de la population aujourd'hui. Puis c'est 75% de l'énergie consommée et environ 80% des rejets en CO2. Donc vous voyez que c'est quand même pas négligeable. Et puis ce que les Nations Unies, dans les prévisions, nous disent, c'est que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Ou alors, on peut le voir de 2 manières, ou au contraire, ça va aller en s'arrangeant. C'est-à-dire que la population urbaine ne va pas cesser de croître à peu près partout sur la planète. On nous dit même que d'ici 2050, si on se fie aux prévisions des Nations Unies, plus de 75% de la population mondiale habiterait dans des environnements urbains. Alors, environnement urbain, c'est au sens assez large, mais disons que dans des environnements aux densités relativement fortes. Puis si on regarde un peu l'évolution, 60 jusqu'à 2025, vous voyez que ce n'est pas seulement les grosses agglomérations qui vont croître, mais c'est aussi toutes les villes de taille plus modeste. Donc, la population va s'urbaniser. Puis elle va s'urbaniser, encore une fois, si on suit ces indications-là, à un rythme
et avec une intensité que même les pires exodes ruraux qu'on a pu connaître au XXe siècle n'ont jamais atteint cette intensité et cette rapidité là. D'où, pour les villes, un certain nombre de défis majeurs. Un premier, c'est celui de la population, évidemment, l'arrivée massive d'une population, puis d'une population avec beaucoup d'altérité, beaucoup de diversité. Et puis on le voit, comment la diversité dans des villes qui n'ont pas l'habitude de la gérer peut générer un certain nombre de problèmes. Et puis on le voit même ici à Québec depuis quelque temps. Des problèmes d'inclusion sociale. Puis on parlait tout à l'heure d'inclusion spatiale et de justice sociale et spatiale. Mais ça va être un des gros enjeux. La question des mobilités, et en particulier des mobilités actives, de comment on va gérer ces déplacements de population. Les populations urbaines sont de plus en plus mobiles, les étendues des espaces urbanisés sont de plus en plus grandes, et il y a des enjeux, on le voit bien, la question des mobilités à Québec est une question et un enjeu majeur. Des questions de santé publique, des grandes agglomérations avec des populations très denses, pose un certain nombre d'enjeux de ce point de vue-là, des questions d'alimentation, de sécurité alimentaire et d'éviter de générer des déséquilibres encore plus forts entre des campagnes et des milieux ruraux qui deviendraient des greniers avec une agriculture intensive et puis des villes ultra densément peuplées. Puis là, je vous envoie une nouvelle de science-fiction qui a été écrite par Silverberg qui s'appelle Nomades urbaines, les nomades urbaines. Puis si on ne veut pas arriver dans les nomades urbaines, ce que j'espère pas, il va falloir qu'on réfléchisse à cette affaire-là. Les questions de sécurité civile, sécurité, résilience, sécurité face aux perturbations auxquelles les villes sont confrontées, mais aussi liées à des difficultés à gérer la diversité, l'altérité au niveau social, culturel, etc. Donc, face à tout ça, il y a quelques grands penseurs des grandes entreprises de technologie de l'information sur la planète qui se sont dit, bingo, là il y a un marché, et un marché d'ailleurs qui est estimé, je crois, à quelque chose comme, j'ai plus le chiffre en tête, mais je ne sais pas si c'est pas 14 milliards de dollars ou quelque chose comme ça d'ici les 2030 ou 2035. Donc c'est un marché colossal auquel les IBM, Cisco, etc. de ce monde, évidemment, ne sont pas restés désintéressés. Et là, ils nous ont proposé l'idée d'une ville intelligente. Puis en fait, une ville intelligente, c'est quoi? C'est une ville qui, d'une certaine manière, va faire appel à l'ensemble des ressources technologiques offertes aujourd'hui pour essayer de faire mieux ce qu'elle faisait jusqu'à présent, c'est-à-dire rendre un service aux citoyens plus apte à en faire des citoyens heureux, de vivre dans leur municipalité, mieux gérer l'ensemble des infrastructures urbaines de manière plus efficiente, etc. etc. C'est une ville, en somme, qui va être en capacité de déployer une stratégie numérique efficace. C'est pour ça que j'aime de moins en moins cette idée de ville intelligente, parce que qui dit ville intelligente dit ville moins intelligente. Et puis personne n'a envie d'habiter dans une ville stupide. Donc je trouve que ce n'est pas une très très bonne idée. Par contre, de plutôt parler de la capacité que les villes vont se doter à développer des stratégies numériques efficaces, adaptées à leur situation locale et aptes à les aider à faire mieux ce qu'elles font, oui, à la limite, oui. Donc, il y a beaucoup d'expérimentations autour de la ville intelligente, énormément, beaucoup en Asie. Puis il y a une grosse différence entre ce qui se passe en Asie et puis ce qui se passe en Europe, par exemple, ou en Amérique du Nord. Où en Europe et en Amérique du Nord, on a des villes qui existent et puis on essaie de voir comment on peut greffer le numérique, comment le numérique est soluble dans l'urbain et dans les urbanités qui existent. Puis en Asie, ils se disent non, ça, on va le faire, mais quand on le fait en l'imposant, puis sinon, on va créer des villes nouvelles. Partant de rien, puis on va les construire sur une infrastructure technologique qui sera l'épine dorsale. Bon, ça fonctionne bien sur le plan technologique, mais la difficulté, c'est que l'urbanité, ça ne se décrète pas.
ne peut pas décider que, tiens, vous allez habiter là, puis vous allez générer une dynamique urbaine. Ça ne marche pas comme ça, là, puis tous ceux qui ont habité un jour dans des villes le savent. Ça ne peut pas fonctionner. Puis moi, j'ai fait mes études en France, en partie dans une ville qui s'appelle Évry, qui est une des quelques villes nouvelles qui avaient été créées dans les années 70. Puis on voit bien que partout où l'urbanité a pris, c'est partout où les habitants ont dévoyé le système en transformant complètement les infrastructures pour en refaire des infrastructures urbaines qui ressemblent à ce qu'est une ville. Mais ce qu'on nous promet, c'est ça. On dit la ville intelligente va être bio, nature, éco, green, et puis intelligente, très intelligente. Bon, moi j'ai regardé un peu, puis grosso modo, il y a 4 composantes. Je passe très vite parce que je vais quand même parler un peu de Smart Grid. Là. Tu m'arrêtes quand... Là, il me reste combien ? 13 minutes, bon, il faut que je fasse très vite, mais là, ça va aller. Donc, 4 composantes, ville intelligente. Une composante numérique, évidemment, quand on parle de ville intelligente, on parle de technologie, mais plus que de technologie, de numérique, donc d'une manière de repenser les processus, les modes de gouvernance. Et pour pouvoir faire ça, il y a l'idée d'intégrer l'ensemble des infrastructures, des systèmes, et en particulier des infrastructures d'ingénierie urbaine, donc intégrer les infrastructures de circulation, les infrastructures d'énergie, les infrastructures d'eau potable, etc. etc. Et grâce à des réseaux de capteurs, la puissance de calcul, la collecte de données, d'améliorer l'efficience de tous ces services-là, de mieux répondre au bon moment, en temps réel, en temps voulu, d'identifier les problèmes là où ils sont. Et puis il y a une composante qui est aussi une composante importante quand on parle de ville intelligente, c'est l'ouverture. On l'a évoqué, mais c'est la question non seulement d'ouvrir les processus, les données, d'ouvrir leur production éventuellement à tous les opérateurs urbains, ce qu'on appelle l'externalisation ouverte ou le crowdsourcing. C'est aussi toute cette question de la coopération, de la participation, ça a été évoqué rapidement, qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes, surtout si on considère que le numérique devient la seule voie de médiation, où là on va générer, sans doute qu'on va permettre à certains de participer, mais on risque de générer de nouvelles fractures ou de nouvelles formes de discrimination liées à la capacité ou l'incapacité à s'inscrire dans ce genre de démarche. Mais il reste que cette idée de gouvernement ouvert et de gouvernance ouverte et de nouvelles articulations entre participation des acteurs urbains et gouvernance de la ville par l'administration et le politique, c'est quelque chose qui est aussi au cœur. La troisième, c'est cette idée de ville futée. Et puis j'aime bien cette idée-là, c'est Milad Douéhi, qui a été prof ici avec une chaire sur les cultures numériques pendant quelques années, qui a écrit de nombreux ouvrages sur le numérique, dont un qui s'appelle Vers un humanisme numérique. Puis lui, il traduisait Smart City non pas par ville intelligente, mais par ville futée. Et j'aime beaucoup parce que cette idée de ville futée, c'est la capacité d'innovation qui est derrière. C'est comment la ville peut se saisir de ces innovations technologiques pour innover socialement. Donc c'est vraiment toute la question de l'innovation sociale et aussi de la ville apprenante. Comment on fait en sorte que la ville apprenne sur elle-même en écoutant mieux ce qui se passe, et en particulier les habitants, les citoyens, les opérateurs urbains dans leur ensemble. Puis comment aussi elle va offrir à ces gens-là des conditions d'apprentissage en mobilisant la technologie sous forme éducative, par exemple, en développant des laboratoires vivants, des Fab Labs, des initiatives d'urbanisme tactique ou d'acupuncture urbaine, etc., etc. Et puis la quatrième composante, c'est une composante plus sensible qui renvoie cette fois à ce qui est qui fait le sens de l'urbain, c'est-à-dire l'urbanité, puis comment on fabrique de l'innovation urbaine et comment on pense l'architecture, l'aménagement, le design urbain en intégrant ces nouvelles dimensions et ces nouvelles dynamiques urbaines qu'on est capable de mieux capter grâce ou avec la technologie. Alors, Smart Grid, ça c'est la partie là, que j'ai découvert depuis quelques jours, donc je la partage avec vous. Mais j'ai trouvé un site intéressant, puis sur ce site, il y a une association en France qui a fait un petit sondage auprès de 130, il y a eu 130 répondants, pour leur demander, pour vous, dans la ville intelligente, c'est quoi les principaux enjeux? Puis j'ai trouvé ça intéressant parce que l'enjeu principal qui ressort à 56%, c'est la maîtrise de l'énergie. Donc là, ça plug bien ce que j'ai à dire par rapport à la transition énergétique. Puis là, je suis allé voir sur Wikipédia, parce que moi,
je suis un fan de Wikipédia pour regarder un peu. Puis ils disent qu'un smart grid, alors en français, un réseau électrique intelligent, tout est intelligent, y compris les réseaux électriques. Grosso modo, là, puis je vais pas, j'ai souligné en rouge, j'ai surligné en rouge des choses qui me semblaient intéressantes, mais bon, ils parlent de réseau électrique d'abord. Puis au début, ça me gênait parce que je me suis dit pourquoi seulement réseau électrique, alors qu'on est en phase de transition énergétique et puis qu'il n'y a pas seulement l'électricité, ou en tout cas pas une seule forme de production d'électricité. Et donc du producteur au consommateur final, ça c'est un élément très important et vous allez le voir, comment toute la chaîne est incluse, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et puis pour améliorer l'efficacité énergétique. On est vraiment dans l'efficacité énergétique. Puis on avait une discussion à midi, puis mon éminent collègue de la faculté de foresterie de géographie, qui est assis là-bas à prendre des notes et puis qui va faire le wrap-up ce soir, disait l'énergie qui coûte la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc efficacité énergétique, c'est certainement ce qu'il faut rechercher. Puis donc c'est un réseau électrique intelligent. Aussi, l'idée derrière ça, c'est de concourir à réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc de sortir des modes traditionnels de production d'énergie et de contribuer à la lutte au réchauffement climatique. Alors, c'est basé sur une infrastructure technologique. Puis là, moi, je retrouve un peu les bases. En fait, c'est pas très compliqué. Hein. On a commencé à parler de smart grid en même temps qu'on a commencé à parler de ville intelligente ou de smart city, parce que c'est les mêmes qui en ont parlé. Hein. C'est les grandes entreprises de technologie, encore une fois, qui se sont positionnées comme des gestionnaires ou comme les gestionnaires prioritaires ou privilégiés des infrastructures urbaines du XXIe siècle. Et là-dedans, évidemment, l'énergie joue un rôle important. Et donc, c'est toujours le même, l'espèce de système d'opération, là, comme on appelle ça, système d'exploitation de la ville, qui est pensé, certains auteurs parlent de système d'exploitation de la ville, qui est cette infrastructure technologique basée sur des réseaux, des capteurs et des activateurs, des actionneurs, qui vont être capables à la fois d'interpréter ce que les capteurs vont renvoyer et puis de mettre en marche des actions pour aller compenser ou corriger ou réagir de façon adaptée à une situation à un moment donné, dans un lieu donné. Ça, c'est possible uniquement parce que l'ensemble des données qui sont captées par les capteurs sont traitées. Puis là, ça renvoie sur la question des données massives, des algorithmes, de cette intelligence artificielle dont on nous vante les mérites. Et puis tout ça, ensuite, est réintégré, évidemment, dans le système pour le corriger, des genres de boucles de feedback. Et ensuite, grâce au réseau, on peut aller informer le consommateur, les différents producteurs, etc. On va regarder ça un peu mieux. Puis là, j'ai trouvé ce schéma-là qui me semble intéressant entre un réseau traditionnel et puis un réseau de type intelligent. Puisqu'on voit, moi ce que je constate là-dedans, l'essentiel, il y a disons 3 grandes différences. La première, si vous le regardez bien, c'est que le flux d'informations dans le réseau de droite, je pense, pour vous, il est continu. Il ne s'active pas quand on l'active ou quand on le demande. En permanence, il y a de l'information qui circule dans le réseau de façon à pouvoir réagir en temps réel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous regardez avec toutes les composantes du réseau, que ce soit les composantes de production ou les composantes de consommation, c'est une interaction. Ce n'est pas une communication à sens unique. Ça veut dire que chaque composante est à la fois consomme de l'information sur le réseau, mais alimente le réseau avec de l'information aussi. Puis la troisième, c'est qu'effectivement, ça permet de coordonner, ce système-là et cette mécanique-là, de coordonner une production d'énergie qui n'est plus centrée seulement sur un mode de production, mais sur une articulation qui peut d'ailleurs, dont la géométrie peut changer, s'adapter en fonction du besoin, une articulation de différents modes de production. Et puis là, on voit l'énergie solaire, etc., etc. Bon. Et avec même d'ailleurs des systèmes de stockage possibles, de façon à pouvoir, on va le voir plus tard, mais gérer et adapter le réseau en fonction de situations, de pics de consommation, ou au contraire, de moments où on en consomme moins, pour éviter d'avoir aussi de la perte d'énergie, parce que ce qu'on constatait dans les réseaux au préalable, c'est qu'il y a un certain nombre d'énergie qui était produite, qui se perdait, un genre de perte de charge, parce qu'elle n'était pas consommée ou parce qu'on n'était pas capable de la stocker correctement. Donc, adaptation instantanée à la variabilité de la consommation, ça c'est un élément important, qui permet en particulier 2 choses, c'est de lisser les courbes de charge, et puis de tamponner lorsqu'il y a des points de production ou de consommation pour réduire la production, en particulier en énergie fossile. On a aussi toute cette idée d'optimiser la production.
hein. Et puis je le disais, là je ne vais pas répéter, mais c'est une autre manière de présenter ça, à partir de mesures qui sont faites par des capteurs et de systèmes de contrôle et de rétroaction qui sont faits par des activateurs, le plus souvent en temps réel. Combien ? 5 ? 3 ? Oui, 5. Et le plus souvent en temps réel, mais en tout cas dans un temps adapté à ce que nécessite l'événement. Puis là, ça permet effectivement, c'est ce que je disais, de plus facilement concilier, optimiser l'utilisation de différentes sources d'énergie. Il y a un autre enjeu énorme à travers les smart grids, c'est qu'il y a j'aurais dû le mettre en premier, mais c'est cette idée d'internationaliser la production d'énergie. Et puis là, j'étais la semaine dernière, il y a 2 semaines à Kyoto pour en particulier un forum qui s'appelle le STS Forum, Science and Technology for Society Forum. Puis j'ai eu la chance à un moment de dîner avec le directeur de la recherche à EDF en France, puis qui disait il était là pour ça, parce que l'enjeu qu'ils ont aujourd'hui, c'est de créer des accords internationaux pour échanger de l'énergie, pour vendre de l'énergie ailleurs, pour acheter de l'énergie. En fait, il y a un marché de l'énergie qui est en train de s'internationaliser et puis ce système-là va être possible grâce à l'internationalisation des réseaux de type smart grid qui vont poser un problème d'interopérabilité, par exemple d'être capable de gérer des normes différentes d'un pays à l'autre ou des tensions, des fréquences différentes d'un pays à l'autre. Un peu comme on a dû le faire en Europe avec les systèmes de chemin de fer parce que, par exemple, la largeur des voies n'était pas la même. Bon, un élément important ou intéressant dans l'optimisation, c'est la redondance. Donc, on est capable, avec ce genre de système, d'avoir une redondance et donc d'avoir des alternatives palliatives si jamais un système tombe. Hein. Donc, on peut facilement, en théorie, alors que tout est connecté, être capable d'aller alimenter une zone avec une source autre qui n'est pas celle qui l'alimente d'habitude, uniquement en appuyant sur un bouton, à partir du moment où on gère tout ça de façon centrale. Bon, réduction des pertes en ligne, diminution des pannes en réduisant la surcharge des lignes, parce qu'on peut effectivement moduler de façon à ne jamais être en surcharge, en compensant, en gérant ça de façon plus efficiente et efficace. Il y a un contrôle du réseau, puis c'est ce contrôle du réseau qui permet d'atteindre tout ça, là. En particulier, la capacité de le gérer à distance. Je fais le lien avec quelque chose que je connais plus et auquel j'ai participé d'une certaine manière. C'est ces genres de tableaux de bord urbains qui permettent de gérer, par exemple, la mobilité, les transports. Singapour est un bon exemple. Singapour ont intégré l'ensemble des données sur les transports, ont une salle de ce type-là. Et puis dans cette salle de ce type-là, ils sont capables de dire OK, là, on voit qu'il y a du trafic qui est en train de s'accumuler. Donc il faut qu'on puisse le faire évacuer. On va augmenter la durée du feu de signalisation, du feu rouge ici. Ça va permettre d'évacuer en aval. Et puis ensuite, on pourra décharger. En amont, on va rediriger la circulation de tel côté ou tel côté. Mais ils ont toutes les données. C'est-à-dire que tous les véhicules, même privés, ont un transpondeur et sont obligés d'être dotés d'un GPS et sont suivis. Puis évidemment, tous les autres véhicules publics, du réseau public, sont monitorés également. Donc ils ont en temps réel les données sur la totalité des acteurs des mobilités. Donc c'est un peu on peut transposer cette idée-là au flux d'énergie, à la gestion d'énergie, en étant en capacité d'intervenir à distance, de monitorer en temps réel ce qui se passe sur le système, dans le réseau, et d'avoir évidemment des informations. Il y a un autre acteur, et puis ça, j'arrive sur la fin, là j'ai presque terminé, qui est le consommateur, capteur et les objets connectés. Bon, ça, je la trouve drôle, celle-là, mais c'est un peu ça quand même. C'est-à-dire que pour ceux qui... je sais qu'il y a un collègue, là, on parlait de l'UMR Sciences de l'Urbain, c'est René qui en parlait tout à l'heure. Puis le directeur de l'UMR en Sciences de l'Urbain, Sébastien Tremblay, il habite dans la Cité verte. Puis dans la Cité verte, je ne sais pas si certains d'entre vous y habitent, mais bon, il y a une centrale collective à granules pour l'alimentation en énergie. Mais dans chaque appartement, maison, ils ont aussi un petit truc de contrôle, là, un écran qui leur dit combien ils ont consommé, comment ils se situent par rapport à la consommation moyenne, etc. Donc il y a tout un tas d'informations qui peuvent être données pour que chacun, à son échelle individuelle, on puisse contribuer à ces économies d'énergie et à faire en sorte que, effectivement, on ajuste nous-mêmes à l'intérieur de notre maison la consommation, mais pour ça, il faut avoir l'information, et là, on est capable de l'avoir. Puis ces informations-là, évidemment, on est capable de les avoir grâce à des objets connectés, grâce à des compteurs intelligents, grâce à un certain nombre de choses comme ça.
Il y a aussi toute la question autour de ça, de la production décentralisée. J'ai appelé ça energy crowdsourcing, mais en France, ça se fait de plus en plus, là où les consommateurs produisent de l'énergie, la revendent, que ce soit grâce à des panneaux solaires ou à de l'hydroélectricité plus modeste. Bon, évidemment, puis là je termine, c'est la fin. Là, ça permet de boucler la boucle sur le travail de la commission, mais ça va demander, parce que c'est très beau en théorie, mais il y a un gros enjeu je vais trouver le mot là, comment on dit, social, pas appropriation, mais je ne trouve plus, acceptabilité. Voilà. Acceptabilité sociale, je vais m'en souvenir. Donc il y a un gros enjeu d'acceptabilité sociale qui est lié en particulier au fait que ces systèmes intelligents produisent beaucoup de données et une grosse partie des données qui sont produites sont des données à caractère privé, ou en tout cas qui indiquent beaucoup sur les individus. Donc il y a la question de la protection des données, il y a des enjeux juridiques, des enjeux éthiques, et il y a effectivement, parce que pour que ça fonctionne, au final, un peu comme dans la ville intelligente, c'est-à-dire pour que ça fonctionne, il va falloir effectivement que l'ensemble des acteurs s'engagent dans ce genre de dispositif, sans quoi on va améliorer de façon substantielle l'infrastructure technologique et l'ingénierie qu'il y a derrière ça, mais si les habitudes de consommation et s'il n'y a pas d'engagement de chacun des acteurs, ça ne fonctionnera pas comme ça pourrait fonctionner. J'ai terminé. Merci beaucoup.